Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal en cette soirée du mercredi 13 octobre 2022. Dans les informations de ce jour, page politique, les feux de forêt et la destruction de l'environnement ne seront plus tolérés selon le président de la République durant le Conseil des ministres hier. Une structure appelée Centre de coordination et d'opérationnalisation a été mise en place pour lutter contre ces feux de brousse. Il sera constitué de différents départements ministériels. Jean-Claude Ndjemalal nous en dit plus. Face aux feux de brousse et feux de forêt qui se manifestent actuellement, surtout dans les aires protégées, le Conseil des ministres a pris des mesures fermes pour lutter en urgence contre ces feux. Des consignes ont été données par le président de la République, notamment la mise en place d'une structure de lutte contre les feux au Centre de coordination et d'opérationnalisation regroupant le ministère de l'Environnement, le Bureau national de la gestion des risques et catastrophes, ou BNGRC. Les forces armées seront à la tête de cette structure. Depuis la fin de la semaine dernière, des réunions d'urgence ont été tenues sous la houlette du Premier ministre et chef du gouvernement avec les différents ministères qui sont concernés par la lutte contre le feu et qui seront également membres de la structure de lutte contre le feu. Les comités décentralisés du BNGRC au niveau des régions, des districts et des communes, mais aussi des Fukuntan, seront mobilisés. Ce comité communiquera en permanence la situation au centre. Un logiciel appelé Arwaf Data sera également mis en place pour collecter les données, suivre en permanence et à temps les éventuels points de feu pour accélérer la prise en main et mobiliser les équipements nécessaires pour leur extinction avec les responsables des forêts et de l'environnement au niveau des collectivités de base, les forces de l'ordre et la population locale. Un numéro vert sera créé pour collecter les informations venant des citoyens sur la situation des feux. Le président de la République a été ferme sur le sujet. Il a affirmé que la mobilisation générale est lancée pour protéger le pays. Des hélicoptères de l'armée seront également mobilisés et l'achat de plus d'équipements contre le feu sera effectué. La tolérance zéro est appliquée aux auteurs de ces feux car il s'agit d'actes criminels. En outre, durant ce Conseil des ministres, un appel a été lancé aux partenaires internes qu'externes pour se donner la main dans la lutte contre les feux qui se propagent actuellement. Et parmi les points qui ont marqué le Conseil des ministres hier également, la réalisation des nouveaux projets émergents ou NPE pour cette année 2022. L'État a également décidé l'exonération de taxes et d'impôts sur l'importation des matériels qui serviront au service de l'État à travers des partenaires et les associations internationales. Jean-Claude Ndjemalal nous apporte plus de détails de ce Conseil des ministres. Le Conseil des ministres hier a validé les nouveaux projets pour l'année 2022 sur la construction de 10 infrastructures qui serviront de bureaux des directions régionales et de services fonciers à Manour, Sambav, Tolanyar, Tuliar, Ius, Trunmandid, Imbust, Maevatanan, Fenarantsu et Mernariv. 20% des financements utiles à la réalisation de ces travaux a été validé et les 80% des financements seront inscrits au budget de 2023. En outre, il a été également décidé la construction en urgence des bureaux des services fonciers dans la région Vatvav qui a été détruit à 95% durant le passage des cyclones Anna et Batsirei en début d'année 2022. Le Conseil des ministres a aussi validé l'exonération de taxes et d'impôts sur l'importation des matériels informatiques qui ont été demandés par le secrétaire général du gouvernement à travers la collaboration du gouvernement malgache et le Programme des Nations Unies pour le développement au PNUD, mais aussi pour les matériels utiles au projet GIZ financé par le gouvernement allemand, des matériels de télécommunication et visioconférence octroyés par la SADC au ministère des Affaires étrangères et l'entrée des véhicules Mitsubishi Pajero du Bureau indépendant de la lutte contre la corruption au Bianco suite à une coopération avec l'Union européenne. Dans les informations de ce jour également, le centre d'examen pour l'obtention de permis de conduire emménage dans l'enceinte de Madarel, le Souaran, à partir du 17 octobre 2022. Afin d'améliorer la façon de travailler, les examens se feront désormais sur rendez-vous. Les détails avec Fangesena Mireille. Le centre d'examen pour l'obtention de permis de conduire ne sera plus à Timbazaz. À partir du 17 octobre prochain, il emménagera dans l'enceinte de Madarel Souaran. Selon une responsable au niveau de l'Agence des transports terrestres, ou ATT,
L'anonymat entre les candidats et les examinateurs sera désormais respecté car les examens se feront sur rendez-vous. Cette nouvelle mesure a été prise pour permettre une bonne coordination des examens. L'heure d'examen des candidats sera connue à l'avance. Il n'y aura plus de longue file d'attente étant donné que c'est sur rendez-vous, selon toujours les explications. L'envoi des lettres à travers la poste est toujours d'actualité malgré l'évolution de la technologie. Les timbres utilisés sur ces lettres se développent également en conséquence. Le directeur général de la poste malgache a présenté aujourd'hui 25 nouveaux timbres représentant des plantes et des animaux endémiques de Madagascar à l'occasion de la Journée mondiale de la poste. C'est un reportage de Ruth Christelle Rakout-Malal sur les images d'Yves Janel. Actuellement, le coût d'un timbre pour envoyer des lettres dans tout Madagascar débute à partir de 1600 arrière. Les timbres font partie des choses dont ni la popularité ni le développement de la technologie ne vont faiblir, car beaucoup de gens s'envoient toujours des lettres, a déclaré le directeur général de la Poste malgache, Ranar Richard. Un nouveau timbre ne peut être utilisé qu'après une cérémonie officielle de présentation, comme celle qui a eu lieu ce jour à Mbudvoun, poursuit ce responsable. Le ministre en charge de la Poste malgache y a ainsi apposé le cachet premier jour. Le thème principal de la célébration de la Journée mondiale de la Poste est « La Poste pour la planète », raison pour laquelle des plantes et des animaux en voie d'extinction ont été choisis pour les 25 nouveaux timbres. Outre la présentation des nouveaux timbres, il y a eu également la sortie officielle de l'Hippoketch pour le grand public et l'inauguration du bureau de poste malgache rénové à Mbandi. Parlons à présent santé. Octobre rose, un mois pour lutter contre le cancer du sein. Pour le cas de Madagascar, la plupart des personnes cancéreuses sont atteintes du cancer du sein et du cancer du col de l'utérus. En ce mois d'octobre rose, un événement est organisé par les responsables de la santé publique dans le but de donner aux femmes des appuis ainsi que l'opportunité de faire des analyses. Cet événement a eu lieu aujourd'hui avec la participation de la direction des affaires sociales et politique au sein de la présidence de la République. Ratroman Anzatouf Anzaharadonaraville était également sur place. Selon les statistiques, environ 30% des cas des personnes atteintes du cancer à Madagascar sont des cancers du sein et cancers du col de l'utérus. Le traitement de cette maladie coûte encore cher, surtout si elle est déjà assez grave. Néanmoins, on peut bien la prévenir grâce aux analyses qu'on peut faire. À l'occasion de l'Octobre Rose, le ministère de la Santé publique a organisé aujourd'hui des tests pour les femmes incarcérées à Tanmour. D'autres soins médicaux ont aussi été effectués en ce jour. Les prisonniers ont aussi bénéficié de différents équipements avec la participation de la Direction des affaires sociales et politiques de la présidence de la République de Madagascar, selon les explications du professeur Anjamanatan Zil Arvel, ministre de la Santé publique. Le personnel de santé ainsi que les malades au sein du service oncologique au niveau de la JRA ont également reçu des équipements de la part du ministre de la Santé publique, souligne un malade. Il est toujours mieux de faire des consultations auprès des centres de santé et en cas de doute, afin de prévenir la gravité de la maladie, souligne toujours le ministre de la Santé publique. Chaque année, ce service reçoit environ 1000 personnes qui ne sont pas forcément des personnes atteintes du cancer. L'hôpital d'Ambouv, dans le district d'Amboudjatchim, a bénéficié d'une centrale de production d'électricité par énergie solaire. C'est le fruit d'une collaboration avec l'État malagasy et le gouvernement allemand. L'électricité produite sera répartie dans d'autres hôpitaux et centres de santé dans les milieux ruraux, selon la secrétaire générale du ministère de l'Énergie et des Hydrocarbures. Aujourd'hui, reportage d'Anienne Martina Nzararanjensu. Les habitants des 14 Fukuntan dans la commune d'Amboudjatchim viennent se soigner auprès de cet hôpital d'Ambouv. Si les offres sanitaires étaient encore peu dans cet hôpital auparavant, actuellement, tous les soins y existent. Cette centrale de production d'électricité produit 40 kVc d'électricité, ce qui répond totalement aux besoins de la population et qui correspond aux objectifs de l'État qui est la promotion de l'électrification dans les milieux ruraux.
Outre l'hôpital d'Ambo, 17 autres hôpitaux et CSB bénéficieront également de telles infrastructures de production d'électricité. Cela a vu le jour grâce à la collaboration de l'État malagasy et le gouvernement allemand qui a financé le projet. L'électrification s'étendra à travers d'autres projets comme le PERER, phase 3, selon les explications. La partie sud de l'île sera le prochain bénéficiaire du projet d'installation de telles centrales pour cette troisième phase. Le projet durera 3 ans selon les explications. Dans la page économique, les opérateurs économiques jouent un rôle très important dans la promotion de l'économie nationale. Ils contribuent grandement aux recettes de l'État, notamment s'il y a une opportunité pour les entreprises étrangères de travailler avec des entreprises locales. À cet égard, le gouvernement malgache continue d'apporter son soutien aux entrepreneurs en faveur du ministère de l'Énergie, du Commerce et de la Consommation. De nombreux efforts ont été déjà fournis par ce ministère qui ont connu du succès afin de promouvoir l'économie du pays. Pour rassembler les acteurs économiques, un salon aura lieu à Ivato durant 4 jours afin de les développer à d'autres entreprises étrangères. Il y aura également des échanges. Ce salon participe également au plan de relance économique post-Covid. Revenons dans la page sociale, 150 enfants au sein du centre d'accueil de jour Graines de Bitume ont bénéficié des dons du chanteur Dadju et de ses partenaires aujourd'hui à l'occasion de son passage à Madagascar. C'est une habitude pour ce chanteur, c'est une habitude également d'aider ceux qui sont dans le besoin. Les détails avec Ruth Christelle Rakout-Malal et Yves Janel. Le centre Graines de Bitume Soneran existe depuis l'année 2000. Il accueille actuellement 150 enfants, dont 150 en primaire et 50 collégiens. Le centre s'occupe de leur scolarisation au sein des écoles publiques et les accompagne journalièrement. Jour pour prendre un repas au centre et on s'occupe du suivi de leur santé également. Et quand les enfants viennent au centre, ici ils ont du soutien scolaire, on essaie de faire des activités pour développer un petit peu leur estime de soi, leur éducation et faire du soutien scolaire. Voilà. On a également un centre pour l'insertion professionnelle, donc là c'est à peu près 80 jeunes qu'on accompagne jusque vers l'emploi. À l'occasion de son passage à Madagascar, le chanteur de renommée Dadju et ses partenaires ont tenu à contribuer au fonctionnement de ce centre en apportant des dons au centre et aux enfants. Partout en Afrique, partout dans le monde où on s'efforce d'aider les gens qui en ont besoin. On peut pas, comme je le dis souvent, on ne peut pas le faire avec tout le monde, mais si on a l'occasion de le faire avec quelqu'un qui est juste à côté ou quelqu'un qu'on connaît, on n'hésite pas. Concernant le concert de demain au stade Barré à Mamassen, le chanteur se dit prêt et n'attend plus que ses fans. Sa prestation durera environ 1h45. Dans les actualités internationales, la grève dans le secteur pétrolier en France a été reconduite aujourd'hui dans 4 raffineries et un dépôt de carburant du groupe Total Energy ainsi que sur 2 sites d'Esso et ExxonMobil. Alors qu'un tiers des stations essence du pays rencontrent des difficultés d'approvisionnement, le ministre de l'économie Bruno Le Maire a pointé du doigt la responsabilité du CGT tout en rappelant à une augmentation des salaires. France 24. Tout à fait, la grève se poursuit ici sur ce site, la raffinerie de Gravenchon en Seine-Maritime. La grève en est à son 24e jour consécutif. Les salariés ont reconduit cette grève hier soir à 22h et tôt ce matin à 6h du matin. Il faut savoir que le vote pour reconduire la grève se passe 3 fois par jour ici, très précisément à 6h, à 14h et à 22h lors des rotations des équipes. Pour l'instant, donc, pas de réunion prévue entre les syndicats et la direction d'Esso ExxonMobil. On est toujours à ce statu quo. Comme vous le savez, cette raffinerie d'Esso ExxonMobil à Gravenchon est l'une des principales raffineries qui ont été concernées par ces réquisitions imposées par l'État. 2 salariés ont été réquisitionnés hier et 2 le seront aujourd'hui. L'objectif de ces réquisitions est de permettre au dépôt de réapprovisionner ou d'alimenter l'oléoduc
qui approvisionne l'Île-de-France en carburant. La journée d'hier a été marquée par un soutien qu'ont reçu les grévistes ici. Tout d'abord, une délégation de parlementaires NUPES-LFI emmenée par la présidente du groupe parlementaire LFI-NUPES à l'Assemblée nationale, Mathilde Panot, qui est venue soutenir ces grévistes et dénoncer les pratiques des grands groupes pétroliers comme Esso ExxonMobil. Autre soutien en fin de journée était celui du secrétaire général de la CGT, Philippe Martinez, qui s'est exprimé sur notre antenne pour affirmer que ces réquisitions imposées par l'État contredisent donc le droit de grève et pour affirmer aussi que cette grève qui a lieu ici depuis plus de 3 semaines est plus que légitime. Depuis près d'un mois, le visage de Mahsa Amini, morte en détention, est devenu le symbole de la révolte de milliers d'Iraniens contre le port obligatoire du voile en Iran. Après les vagues de contestation de 2017 et de 2019, les manifestations se succèdent aux 4 coins du pays et tentent de remettre en cause le pouvoir des religieux sur la société iranienne. Retour sur 4 semaines de colère avec France 24. S'il devait n'y en avoir qu'un seul, ce serait lui, le visage de la contestation iranienne, celui de Mahsa Amini, 22 ans. Sa mort le 16 septembre dernier a déclenché un vent de colère inédit dans le pays. 3 jours plus tôt, la jeune femme originaire du Kurdistan est arrêtée à Téhéran. Motif, port de vêtements inappropriés. C'est la police des mœurs qui l'embarque. Son hijab ne couvrait pas assez ses cheveux. La suite est assez floue. Selon les autorités, l'étudiante serait tombée dans le coma à cause d'une santé fragile. Téhéran va même aller jusqu'à diffuser ces images. On y voit une jeune femme présentée comme Mahsa s'écrouler. Est également diffusées les images de son supposé transfert à l'hôpital. C'est là qu'elle décédera. Apparemment, elle avait des antécédents de maladie. Cela est indiqué dans le rapport. À l'âge de 5 ans, elle a subi une opération du cerveau. Mais pour la rue, il ne fait aucun doute. L'étudiante a été battue à mort. La police des mœurs est régulièrement critiquée pour ses interventions violentes à l'égard des femmes. Le lendemain, ses funérailles sont organisées à Sarez, au Kurdistan, dans sa ville natale. C'est dans cette région que naît le mouvement de protestation. 24 heures plus tard, un geste va devenir viral, un geste ô combien risqué. Des femmes retirent leur voile en pleine rue. Elles vont même jusqu'à brûler leur hijab. Ce jour-là, le régime iranien coupe toute connexion à Internet. Mais de nombreuses vidéos sortent quand même du pays. Le mouvement s'intensifie avec les universitaires. Les hommes y voient aussi un momentum à saisir. Regardez dans les rues, ceux qui protestent aux côtés des femmes sont des hommes. À côté de chaque femme, il y a un homme qui se bat et qui a des revendications. Depuis, plus d'un jour ne passe sans qu'une manifestation soit organisée. Le vent de la colère emporte toutes les villes. Des manifestations qui virent à l'affrontement. Les forces de l'ordre tirent parfois à balles réelles. De nombreux manifestants sont frappés. Au fil des jours, les arrestations se multiplient. Le nombre de morts aussi. Et des manifestations pro-gouvernement sont organisées. Mais rien n'y fait. Les femmes iraniennes continuent de défier la police des mœurs. Un autre geste va marquer les esprits. Elles se filment en train de se couper les cheveux. Des infrastructures essentielles de la région de Kiev ont été frappées aujourd'hui par des attaques aux drones, tandis que la ville de Mykolaïv a été bombardée dans la nuit. Du côté diplomatique, Vladimir Poutine doit rencontrer son homologue turc Recep Tayyip Erdogan au Kazakhstan. France 24. Les alliés de l'OTAN réunis autour de la table, déterminés à renforcer la défense antiaérienne de l'Ukraine. Assis côte à côte, le ministre ukrainien de la Défense et son homologue américain Lloyd Austin, qui a dénoncé les dernières attaques russes sur plusieurs villes ukrainiennes. Nous allons tout faire et le plus rapidement possible pour donner les moyens aux forces ukrainiennes de se défendre et protéger les populations. C'est très important pour nous. Depuis le début de la guerre, l'OTAN n'envoie pas de troupes en Ukraine pour ne pas provoquer un conflit direct avec la Russie.
En revanche, les Alliés fournissent chacun de leur côté de nombreuses armes et munitions à Kiev. Véhicules blindés, obusiers, drones, systèmes de défense aérienne ou anti-chars. Mais selon le chef de l'OTAN, les Ukrainiens ont besoin de plus. Au terme de la réunion, plusieurs États membres ont annoncé fournir de nouvelles armes à l'Ukraine, les États-Unis et l'Allemagne notamment. La France va suivre la même dynamique. Et ce qu'on va livrer, ça ne dépend de personne d'autre que de nous, ce sont des radars, des systèmes et des missiles pour les protéger justement de ces attaques. Et donc, missiles antiaériens ? Oui, tout à fait. Donc ça, on l'a déjà fait, on va l'intensifier. Donc des radars et des systèmes avec des missiles antiaériens, en particulier pour les protéger des attaques de drones et des attaques de missiles. Et donc ça, c'est ce que nous allons faire dans les prochaines semaines. Emmanuel Macron a également confirmé l'envoi de 6 canons d'artillerie César, en plus des 18 déjà livrés, ainsi que 20 véhicules blindés Bastion. Le matériel militaire livré à l'Ukraine par les Alliés représente plusieurs milliards d'euros et permet à Kiev de faire la différence sur le champ de bataille. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. Nous vous remercions de votre fidélité. Très bonne suite de programme sur notre chaîne. N'oubliez pas votre série dans quelques minutes, Revenge. Sur ce, très bonne continuation à tous. Au revoir.